Bonjour, cette vidéo contient la corrigée du premier exercice de TD5 sur l'identification des systèmes. Alors cette vidéo est complémentaire ou si vous voulez répète ce que vous trouvez dans la solution complète écrite que vous avez sur Moodle. Du coup vous pouvez regarder l'un ou lire l'autre ou je sais pas, commencer avec l'une et après revenir sur l'autre si quelque chose n'est pas clair. En principe les choses qui sont dans la vidéo et sur la feuille écrite sont les mêmes. Mais peut-être certains de vous préfèrent écouter quelqu'un qui parle et explique les choses. Du coup, voilà la vidéo. Alors, le thème de cet TD-là, dont on va voir le premier exercice sur cette vidéo, c'est l'identification avec moindre carré. Alors d'abord, sur l'intro, vous avez un petit rappel sur ce que c'est l'identification d'un système dynamique. On peut lire ensemble. Identifier un système dynamique, c'est trouver un modèle, espace d'état ou fonction de transfert, qui décrit au mieux une relation entrée et sortie pour des données qu'on a mesurées. Du coup, il faut avoir des données enregistrées quelque part. Et c'est ce qu'on aura ici sur MATLAB. Les méthodes d'identification s'appliquent à des signaux échantillonnés, du coup les modèles trouvés seront des modèles à temps discret qui peuvent ensuite être convertis en temps continu, et ça on va faire aussi pendant cette TD. Vous allez donc écrire des scripts MATLAB pendant cette TD qui permettront d'approximer le système derrière un jeu de données déjà enregistré de quelque manière, avec une démarche plus simple possible, exactement ce qu'on disait, la démarche des moindres carrés, sous différentes formes. Alors, petit rappel sur les moindres carrés. J'espère que tout le monde le connaît, mais le principe des moindres carrés, vous l'avez écrit sur le tableau ici, en anglais least squares. Si vous avez un phénomène décrit par cette équation-là, c'est-à-dire y égale à ax plus e, un phénomène du coup décrit par une équation linéaire paramétrique, où a est le paramètre qui est inconnu, x et y en principe sont connus et enregistrés. Ils peuvent être des vecteurs, ils peuvent être scalaires, ils peuvent être des matrices. La chose importante, c'est qu'il soit cohérent le produit ici et les dimensions. Si vous voulez trouver le A qui minimise le E, qui en principe c'est l'erreur par rapport à l'approximation idéale, l'approche idéale, y égale exactement à x, ce sera pour la plupart des cas pas possible, vous aurez toujours une erreur. La solution qui minimise cette erreur-là est la solution moindre carré, minimise disons, la norme au carré de E, d'où le nom moindre carré, est donnée par cette A étoile ici, égale à y multiplié par la pseudo-inverse de x. Cette croix ici représente la pseudo-inversion que vous trouvez sur MATLAB. On ne va pas regarder dans les détails qu'est-ce que c'est la pseudo-inversion. Vous retrouvez dans l'autre cours si vous l'avez fait, sinon vous pouvez vous documenter. Ce qui nous intéresse ici, c'est juste l'aspect pratique. Si vous avez le même phénomène avec la multiplication de a à la droite de x, la solution est similaire, sauf que la pseudo-inversion, il faut la faire et multiplier à la gauche par rapport à y. En fait, l'idée mnémonique pour se rappeler tout ça, c'est comme si en fait la pseudo-inverse de x était l'inverse, même si c'est pas. Du coup, vous multipliez à droite des deux côtés ce truc-là. Imaginez que E disparaît, vous avez du coup l'identité ici, c'est pas vrai ça, c'est juste pour se rappeler, vous avez Y fois la pseudo-inversion de X. Par contre ici, il faudra multiplier à la gauche de manière à pouvoir enlever X avec sa pseudo-inverse. Je répète, en général, X multiplié par sa pseudo-inverse n'est pas l'identité. Ok? Et vice-versa, si vous inversez. En tout cas, ça vous donne la solution au sens de moindre carré, minimiser E sur ce modèle-là. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise le moindre carré pour l'identification des systèmes? On a une équation dynamique paramétrée, on cherche en fait les paramètres qui minimisent l'erreur qu'on fait en utilisant ces modèles pour les données qu'on a. Revenons du coup sur les textes du sujet. Exercice 1. Du coup, dans l'exercice 1, on va travailler sur un modèle qu'on appelle ARX dans la pratique de l'identification. Alors, je vous laisse lire les sujets, vous l'avez sur le PDF ou sinon il est là, on peut même le lire ensemble. Du coup, on a un fichier avec des données MATLAB, des données enregistrées, où les sorties sont appelées Y et les entrées sont appelées U.
Les signaux ont été échantillonnés à 0,01 secondes. Okay. Et on fait l'hypothèse que la relation entrée-sortie est décrite par une fonction de transfert à temps discret donnée ici. Alors, fonction de transfert à temps discret, du coup, transformée en z. Pour ce qui nous concerne, la transformée à z est juste une manière, une notation simple pour exprimer des retards. Pour exprimer des retards. En revenant sur celui-là, disons, tout ce qui nous intéresse sur la transformée à z, c'est de dire que on a y de z, c'est la transformée en z de y de k, autant k. Si vous avez z, y de z, c'est la transformée en z de y de k plus 1, z moins 1, y de z est la transformée de y k moins 1, etc., etc., etc. Du coup, c'est une manière simple d'exprimer des décalages, des retards temporels. Alors, revenons au sujet. Du coup, en fait, cette expression-là, vous voyez, si on multiplie à droite, à gauche, le dénominateur par y, u de ce côté-là, on obtient en fait cette expression, on peut la voir, on peut reprendre le tableau et continuer. On retrouve en fait, je prends et je multiplie, on retrouve y de z qui multiplie 1 plus a1 z moins 1 plus a2 z moins 2 égale à uz qui multiplie b0 plus b1 z moins 1 plus b2 z moins 2. Voilà. On fait la transformée inverse en z, disons, z moins 1, et on retrouve quoi? On retrouve y de k plus a1 y de k moins 1, à cause du décalage, plus a2 y de k moins 2, égale à u de k qui multiplie b0, plus b1 u de k moins 1 plus b2 b2 y de k u de k moins 2, ce qui est exactement ce que vous avez ici sur le sujet. Ok. Et A1, A2, B1, B0 et B2 ne sont pas connus. Du coup, la fonction de transfert n'est pas donnée, mais elle est à déterminer. Du coup, la démarche est expliquée, elle est guidée avec les différentes questions. Première question, utilisez la commande load de MATLAB pour charger les données et visualiser ces données avec une commande plot. Alors, là, vous avez la solution aussi à télécharger, si vous voulez. On va la voir point par point. Du coup, la première question est résolue par les commandes ici, du coup la commande load, évidemment, vous l'avez là, qui permet de charger les données. Il faut que les données soient dans les dossiers actifs. Hein. Dans ce cas, ils sont là, vous voyez, ils sont dans le même dossier où on se trouve. Là, ils sont dans mon dossier, du coup, pas de souci. Ensuite, on peut déclarer le temps d'échantillonnage, le t, 0,01 secondes. Et ensuite, les figures, je pense que vous êtes déjà à l'aise avec MATLAB pour faire des figures. Du coup, la première figure fait un plot. Faites attention à la durée. Pour connaître en fait la durée du signal, il suffit de regarder ici sur le tableau des données actives. Du coup, vous avez 1001 échantillons. Du coup, c'est la durée est la durée de 1000 fois 0,01. Du coup, ça fait 10 secondes et vous avez un échantillon en plus parce que si vous avez, disons, un intervalle de n secondes, vous avez le premier et le dernier élément, du coup, vous avez un échantillon en plus. On peut voir ça aussi. Si vous avez, je sais pas, 5 secondes de durée et vous échantillonnez à 5 secondes, vous avez en fait, vous voyez, 6 échantillons. Là, vous avez 1000 secondes de durée
à 10 secondes de durée, échantillon 001, mais vous avez un échantillon en plus qui c'est le dernier si vous voulez, par rapport à la durée. Voilà, là, vous avez 1 plus 1 plus 1, 5, mais 6 échantillons. Du coup, la durée c'est de 0 à, là on pourrait mettre t si vous voulez, t une fois qu'on l'a déclaré, à 10 secondes. Du coup, on trace U d'abord, et ensuite on trace Y, on trace la grille et on trace les étiquettes pour les axes. Du coup, on peut exécuter tout ça et on voit les figures apparaître après quelques secondes. Du coup, là, c'est juste préliminaire. On est en train de visualiser les données pour voir ce qu'on a. En fait, si vous vous rappelez les cours, on a dit que l'entrée doit être suffisamment excitante. Et typiquement, les données qui ne sont pas trop excitantes sont les sinus purs. Si vous vous rappelez, là, vous avez un sinus qui change de fréquence. Du coup, en principe, ce sont des données qui sont acceptables pour faire de l'identification. Et là aussi, vous avez la sortie. Du coup, on va caler une fonction de transfert comme celle qu'on a reçue sur le sujet pour ces données-là. On va continuer, question 2. Alors, disons 1.2, 1.3 et 1.4. Il nous invite à construire des matrices qui sont écrites ici et à reconnaître quelle est la relation qui les lie. C'est la question en fait ici. Du coup, la matrice G, vous voyez, c'est des colonnes de Y avec un signe moins et ensuite des colonnes de U. La matrice F est une colonne de Y. Attention aux indices. Et Q est juste un vecteur des inconnus. En fait, comment on trouve ces matrices-là? Et on répond à toutes les trois questions ensemble, en fait, avant d'écrire sur MATLAB. En fait, si vous voulez écrire cette équation-là, l'équation, disons, du modèle, hein, celle-là, imaginez de déplacer le terme de l'autre côté et écrire y de k en fonction de ce qui se passe aux instants précédents ou à l'instant présent pour u. Du coup, vous retrouvez cette équation-là, vous trouvez cette équation-là, y de 3 égale à moins A1, y de 2, moins A2, y de 1, plus B0, u de 3, plus B1, u de 2, plus B2, u de 1. Pourquoi je ne commence pas par k égale à 1? Parce que j'aurai ici y de 0 et y de moins 1. Et comme les vecteurs en MATLAB sont indexés à partir de 1, c'est pas possible. Du coup, je peux écrire ça, je peux l'écrire pour k égale à 4, je peux l'écrire jusqu'à k égale à n plus 2, où n plus 2, en fait, est le nombre maximum de données que j'ai. Et là, on a déjà vu que n plus 2 égale à 1001. Du coup, on trouve n égale à 999. Okay. Là, je ne peux pas dépasser ce numéro-là. Du coup, k maximum égale à 1001. Du coup, on a identifié quel est n. Et vous voyez là, en fait, comme tout est connu, sauf y, je peux écrire le vecteur f, celui qu'on a défini comme f, qui c'est ce vecteur-là. En fonction de la matrice G, vous pouvez vérifier sur le papier, c'est en fait la matrice y2, y3, etc. avec signe négatif. y1, y2, yn, signe négatif. U3 jusqu'à UN plus 2, etc., multiplié en fait par le vecteur des inconnus. Plus éventuellement en erreur, disons. Si on ne faisait pas des erreurs, ce serait parfait. Du coup, revenons au sujet. Prenez le temps de regarder le sujet et lire les questions, évidemment, parce que la vidéo va vite, mais vous avez le droit toujours d'arrêter la vidéo et prendre le temps. Du coup, on va écrire cette matrice-là, on a identifié la valeur de n, on passe sur MATLAB. C'est juste à remplir 5 colonnes pour G. En MATLAB, on le fait de cette manière. En fait, il y a plusieurs manières de le faire. On peut utiliser la commande Hankel si vous voulez, mais c'est un peu compliqué. Je vous conseille de le faire colonne par colonne. Du coup, y de 1 jusqu'à à la fin moins 2. Ou si vous voulez, en fait, on pourrait clairement mettre n. C'est équivalent. Si vous pouvez mettre n, là mettre n plus 1, n plus 2, pareil. Pardon, n moins 2, là n pardon, et là c'est n plus 1 et n plus 2. On va l'écrire de manière équivalente si vous le souhaitez.
n plus 1, n plus 1, pardon, et n plus 2. Bien sûr, il faudra mettre n égale à tout ça. Ok, bon, on va le lancer, on va créer ces matrices. G et F. Bien sûr, la matrice Q, on ne va pas la créer parce que ce sont que des inconnus, mais on peut la retrouver en inversant cette relation-là. Et du coup, comme on a dit tout à l'heure, comme F égale à G qui multiplie Q, vous l'avez là, F égale à G qui multiplie Q, plus une erreur éventuellement. On minimise l'erreur, du coup on trouve le Q optimal, le Q au sens de moindre carré, en multipliant à la gauche par la pseudo-inverse de G. Voilà. Du coup, la pseudo-inversion en MATLAB se fait avec la commande PINV. Et du coup, avec cette commande-là, on trouve la valeur de Q. Du coup, vous pouvez identifier un par un les coefficients qui sont là. Du coup, selon l'ordre qui avait été donné dans le sujet. Du coup, en reprenant le sujet, le premier est A2, le deuxième est A1, le troisième B2, etc., etc. En fait, ça revient, l'ordre est dû à l'ordre qu'on a choisi pour les colonnes de la matrice G. Ok. Du coup, venons aux dernières questions. Avant de faire ça, on va juste récupérer les coefficients. Et en fait, vous pouvez les écrire un par un, ou sinon tout simplement faire attention à qui est qui. On pourrait les mettre, du coup on a dit A2 est le premier, du coup A2 égale à Q1, A1 égale à Q2, ensuite B2, pardon, B2 égale à Q3, B1 égale à Q4 et B0 égale à Q5. Ok. En tout cas, ça c'est pas important. En fait, je l'ai pas fait dans la solution. Le fichier MATLAB est disponible sur Moodle, toujours pas de problème. Alors, question suivante, on nous demande en fait de créer de trouver l'estimé de Q, on l'a déjà fait, de créer avec la commande TF la fonction de transfert et ensuite trouver la version à temps continu. Alors pour trouver la fonction de transfert, je vous conseille de lire en fait l'aide de la commande TF et vous pouvez retrouver en fait dans cette aide comment on crée une fonction de transfert. En fait là vous avez besoin de créer une fonction de transfert à temps discret de ce type là. Et du coup, il faut trouver la syntaxe correcte pour créer ce type de fonction à temps discret. Alors, je vous invite à prendre MATLAB et lancer la commande help_f tout seul. Et vous allez voir en fait que la manière de faire, c'est pour les fonctions à temps discret, on la trouve, c'est celle-là. Celle-là, par exemple, vous avez un exemple. Typiquement, vous devez spécifier le numérateur, le dénominateur et les temps d'échantillonnage. Les coefficients par exemple, vous voyez là, c'est les coefficients du dénominateur d'abord, ensuite les coefficients du numérateur, ordonnés par puissance négative croissante de z, et ensuite exprimer le temps d'échantillonnage. Du coup, dans notre cas, ça s'est fait avec cette commande-là. Ça, c'est le dénominateur qui contient le numérateur d'abord. Oui, le numérateur d'abord. Du coup, qui contient le B2, B1 et B0 dans l'ordre.
B0, B1 et B2. B0, B1 et B2. B0 était Q5, B1 est Q4 et B2 est Q3. Ah, je peut-être fait mélanger ça avant. Du coup, l'ordre est celui-là. On commence avec la puissance qui multiplie le 1. Du coup, c'est le B0 qui était le Q5. Q5. Et ensuite, le dénominateur, faites-moi confiance, c'est celui-là avec les temps d'échantillonnage. Du coup, cette manière-là vous permet de créer la fonction de transfert à temps discret. Ensuite, vous pouvez la vérifier avec l'expression écrite. Une autre manière de faire, c'est toujours de créer la variable de z, comme on fait parfois avec la variable de la place. Ça, on crée la variable en z, et ensuite on peut écrire la fonction avec l'expression numérique symbolique. Du coup, c'est que c'était B0 plus B1 fois Z moins 1 plus B2 fois Z moins 2, tout ça divisé par 1 plus A 1 fois Z puissance moins 1 plus A2 fois Z puissance moins 2. Tout ça est absolument équivalent. Okay. Bon. En fait, sauf erreur de ma part, on devrait avoir trouvé la même fonction. Et toujours, vous pouvez utiliser aussi la commande minreal s'il y a des variables non simplifiées. Voilà, comme ça on a la même, exactement la même. Exactement la même. Bon, en tout cas, on revient sur celle-là pour être sûr que ce soit correct. Du coup, la fonction de transfert trouvée est celle-ci, à temps discret. Et on nous demande de la transformer dans sa version à temps continu. Tout simplement, c'est la commande D2C. Je le dis en anglais, les deux, ça veut dire tout comme vers, de discret vers continu, discrete to continuous. Il suffit de faire ça et vous avez la version à temps continu avec la variable S de la place qui nous plaît le plus. Voilà. Du coup, on a réussi à faire notre identification. On a une fonction de transfert. On peut la tracer avec la commande baud, si on veut. C'est ce qu'on nous demande ici. Tout simplement, baud. On va juste fermer les figures et lancer la commande baud avec la grille. En fait, je vais afficher tous les deux, soit le continu et le discret au même temps pour montrer la différence. En fait, il n'y a pas de différence pour les basses fréquences. Juste quand on se rapproche à la fréquence de Shannon, vous voyez le modèle rouge à temps discret va s'arrêter et l'autre continue. En tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est une conversion bien faite, disons. Voilà, venons aux dernières questions. La dernière question, en fait, c'est celle de... les dernières questions. Quel genre de systèmes mécaniques sont larges pour être décrits par la fonction de transfert trouvée? Alors ça, c'est une question ouverte. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. On peut en fait regarder les pôles de cette fonction. Je regarde les pôles à temps continu. Pardon. Pôle sans S. Pôle sans S. En fait, on a deux pôles stables, un à plus haute fréquence et l'autre à faible fréquence. Du coup, un système mécanique de ce type-là, de ordre 2, avec deux pôles très, disons, écartés, pourrait être un moteur électrique, où vous avez la dynamique de la rotation, disons, de l'arbre et la mécanique du courant qui sont assez écartés comme disons, fréquence. Mais c'est pas grave si vous ne le voyez pas. Du coup, en tout cas, à temps continu, elles sont négatives, partielles négatives stables. Si vous regardez la version à temps discret, vous avez deux pôles qui sont à partielles positives, mais ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que leur module est inférieur à 1, qui correspond, pour un modèle à temps discret, à une fonction de transfert stable. Enfin, dernière question.
on vous demande d'utiliser la commande LSIM pour recréer la sortie, qu'on appellera YH, à partir d'entrée. Et on va comparer YHY avec un plot, du coup, pour voir en fait si la fonction de transfert, si en recréant les données avec la même entrée, avec la fonction de transfert donnée, si on trouve à peu près ce qu'on a dans les données Y ou si on trouve quelque chose de complètement différent. C'est pour voir, disons, la capacité de reproduire l'expérience en simulation avec cette fonction de transfert qu'on a trouvée. C'est pour évaluer la qualité de la fonction de transfert. C'est ce qu'on appelait en cours la validation du résultat. Normalement, je vous ai dit en cours qu'il faudrait le faire sur d'autres données, pas les mêmes données qu'on a utilisées pour trouver le résultat, mais là, on ne les a pas, du coup, on va faire juste ça. Alors, LSIM, il permet de simuler un système à temps discret ou à temps continu. En fait, c'est plus facile à utiliser sur le système à temps discret. Il suffit de mettre LSIM, le modèle à temps discret et l'entrée, et il vous donne la sortie recréée qu'on va appeler YH. Je vous invite aussi à lire l'aide de LSIM pour voir comment ça marche. Faites-le sur MATLAB quand vous en avez le temps. Help LSIM. Faites-le en général pour toutes les commandes pour lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Ensuite, du coup, on peut lancer tout ça et faire les figures. Pour faire les figures, je pense que vous connaissez les commandes. On va mettre tout simplement le YH en rouge et le Y de l'expérience en noir. Et on va commenter ce qu'on trouve. Voilà, du coup, en noir, c'est ce qu'on a mesuré, le Y qu'on avait tout à l'heure, et YH, celui qu'on a recréé, c'est le rouge. Du coup, en principe, vous avez quelque chose de bien, un petit écart évidemment, mais vous pouvez juger que votre fonction de transfert a été trouvée de manière assez correcte. Voilà pour le premier exercice. Merci pour l'écoute.